à leur travail. À l'heure de la concentration de Déployer les mouvements militants pour s'opposer à l'institution dominante de notre époque. La perspective que les 2/3 de la population mondiale n'ait plus accès à l'eau potable d'ici 2025 a provoqué les premiers affrontements d'un conflit dont l'enjeu est notre ressource la plus précieuse. Lorsque la Bolivie a tenté d'obtenir le refinancement du réseau de distribution d'eau de sa 3e ville la plus importante, la Banque mondiale a exigé qu'il soit privatisé. C'est ainsi que la société Bechtel de San Francisco a pris le contrôle de l'eau de Cochabamba, même celle qui tombait du ciel. Ces lois et ce contrat interdisaient aussi à la population de recueillir de l'eau de pluie. L'eau de pluie était aussi privatisée. Les factures impayées ont donné à l'entreprise le droit de saisir les maisons des débiteurs et de les vendre aux enchères. Pour avoir de l'eau, les gens avaient le choix entre acheter moins de nourriture, retirer leurs enfants de l'école ou se soigner eux-mêmes plutôt que d'aller à l'hôpital. Les personnes retraitées à faible revenu ont dû aller travailler dans la rue. Le gouvernement bolivien est responsable d'avoir cédé aux exigences de la Banque mondiale. Mais les véritables coupables sont les sociétés transnationales qui ont tenté d'enlever aux gens de Cochabamba le peu qu'ils avaient pour augmenter leurs bénéfices. Nos gouvernements ont été des marionnettes aux mains des entreprises. Les gens sont descendus dans la rue pour manifester. Ils scandaient « L'eau nous appartient ». La Bolivie a payé chèrement les prêts de la Banque mondiale. Son industrie pétrolière, son électricité, ainsi que ses services aériens, ferroviaires et téléphoniques ont été privatisés. Mais le gouvernement n'a pas réussi à convaincre les Boliviens que l'eau était un service comme les autres. Nous avons vu de quelle façon le gouvernement a défendu les intérêts multinationaux de Bechtel. Ce que les gens voulaient, c'était de l'eau, et non des gaz lacrymogènes. La justice, et non des balles. Les multinationales ont depuis longtemps la triste réputation de fermer les yeux sur les tyrannies. Serait-ce parce qu'elles se reconnaissent dans les structures rigides des régimes fascistes ? On a établi des liens intéressants entre la montée du fascisme en Europe et l'intérêt des radicaux pour le pouvoir des grandes entreprises. Il a été démontré que le fascisme a progressé en Europe grâce à l'aide de certaines compagnies importantes. Mussolini était très admiré. Le milieu des affaires l'appréciait. Les investissements ont monté en flèche. Incidemment, la même chose s'est produite en Allemagne à l'arrivée d'Hitler. Les investissements ont aussi monté en flèche. Il contrôlait la main-d'œuvre et se débarrassait des éléments de gauche susceptibles de lui nuire. Les possibilités d'investissement s'amélioraient, il n'y avait aucun problème. C'était des pays merveilleux. Une histoire dont on a très peu parlé, c'est la collusion entre les entreprises et l'Allemagne nazie. La façon dont certaines sociétés américaines ont aidé à reconstruire l'Allemagne et appuyé les débuts du régime nazi.
Quand la guerre a éclaté, ces sociétés ont trouvé le moyen de poursuivre leurs activités. General Motors a continué à fabriquer l'Opel et Ford a aussi poursuivi sa production. Coca-Cola, qui ne pouvait plus produire de Coca-Cola, a tiré son épingle du jeu en inventant le Fanta Orange pour les Allemands. C'est ainsi que Coca-Cola a pu continuer à faire des bénéfices. Le Fanta Orange que vous buvez a été inventé pour que Coke puisse continuer à s'enrichir pendant que des millions de gens mouraient aux mains des nazis. Lorsque Hitler a pris le pouvoir en 1933, son but était d'anéantir la communauté juive. Une entreprise d'une telle ampleur aurait normalement nécessité des ressources informatiques. Mais en 1933, les ordinateurs n'existaient pas. Par contre, IBM avait un système de cartes perforées qui permettait de gérer et de garder en mémoire des informations qui étaient tapées dans plusieurs rangées et colonnes. Il n'existait évidemment aucun logiciel comme ceux que nous avons aujourd'hui. Chaque programme devait être fait sur mesure et la configuration était assurée par un ingénieur. L'équipement et le système de cartes perforées de IBM ont permis de gérer le programme d'extermination par le travail. Des centaines de milliers de juifs et autres ennemis du Reich étaient condamnés aux travaux forcés. On tenait compte de leurs habiletés et de l'endroit où ils étaient. Ils étaient déplacés d'un endroit à l'autre et tout était inscrit sur des machines IBM. Les camps de concentration étaient un cas très spécial. Des millions de personnes de toute religion et de toute nationalité étaient emprisonnées dans les camps de concentration. Des centaines de camps et des milliers de sous-camps. Pour programmer tous ces déplacements, il fallait un système IBM pour chaque parcours ferroviaire et un système IBM dans chaque camp de concentration. Voici une carte de prisonnier. Il y en a 130 000 semblables au Bundesarchiv de Berlin. L'archiviste ne faisait aucun lien avec les cartes perforées. Mais en examinant cette carte de plus près, on voit de petites cases où les informations doivent être tapées. En comparant ces informations à la feuille de codage utilisée pour les camps de concentration, on constate qu'Auschwitz est le numéro 1, que Buchenwald est le numéro 2 et que Dachau est codé 3. En fait, ce n'est pas 3, c'est 003. À quelle catégorie les prisonniers appartenaient-ils? Un témoin de Jéhovah pouvait être identifié par un 2, un homosexuel par un 3, un communiste par un 6 et un juif par un 8. Quel sort les attendait dans les camps de concentration? Le numéro 1 équivalait à une libération, le 2 à un transfert, le 4 à une exécution et le 5 à un suicide. Le 6, Sonderbehandlung ou traitement spécial, signifiait la chambre à gaz ou parfois une exécution par balle. Tous ces numéros étaient tapés et les informations comptabilisées. Des millions de cartes perforées devaient être imprimées. Elles étaient imprimées exclusivement par IBM et les profits ont été récupérés peu après la guerre. Le sérieux de cette accusation a été mis en doute. Ils ont utilisé l'équipement, c'est un fait. Mais la façon dont ils l'ont obtenu, la coopération dont ils ont bénéficié, la collusion et les liens qui ont été établis, tout cela est mis en doute. En général, les ordinateurs que nous vendons sont utilisés de plusieurs façons. Nous espérons toujours que ce sera de la meilleure façon possible. Si jamais l'entreprise découvrait qu'ils sont utilisés à des fins peu louables, on peut espérer qu'elle retirerait son appui. Mais savons-nous toujours ce qui se passe? Avons-nous toujours la possibilité de le découvrir? La société IBM affirme qu'elle n'avait aucun contrôle sur sa filiale allemande. Pourtant, voici une lettre datée du 9 octobre 1941, adressée à Thomas J. Watson. Elle contenait de nombreux détails sur les activités de la filiale allemande. Aucune de ces machines n'était vendue. Elles étaient toutes louées par IBM et leur entretien était assuré une fois par mois, même si elles étaient utilisées dans un camp de concentration comme Dachau ou Buchenwald.
Voici un contrat passé en 1942 entre IBM et le Troisième Reich. Ce contrat n'a pas été conclu avec la filiale hollandaise ou la filiale allemande, mais avec la société IBM de New York. Je connais bien cette histoire. J'étais là à cette époque et j'en ai discuté plus d'une fois avec M. Watson. Je ne dis pas que Watson ignorait que le gouvernement allemand utilisait des cartes perforées. Il le savait probablement. Après tout, il avait très peu de clients. Watson ne voulait pas le faire, non pas parce qu'il trouvait cela immoral, mais parce qu'il avait un sens aigu des relations publiques et qu'à ses yeux, c'était un risque. Le fait que les entreprises accordent plus d'importance à leurs bénéfices qu'à la couleur des drapeaux ne devrait pas nous surprendre. Un rapport récent du département du Trésor américain révélait qu'en une semaine, 57 compagnies avaient été condamnées à l'amende pour avoir transigé avec des ennemis officiels des États-Unis, terroristes, tyrans et régimes despotiques. Toute collectivité se situe sur une échelle de valeurs allant de la démocratie au despotisme. Cet homme se fait un devoir d'examiner de plus près ce phénomène. Cessons de croire que le fait d'avoir un gouvernement protège un pays contre le despotisme. Le passé trouble des grandes multinationales et leur collaboration avec des régimes meurtriers ne s'arrêtent pas à la Deuxième Guerre mondiale. Il existe actuellement plusieurs cas où l'entreprise encourage la répression pour maintenir ses profits. Après la pause, la révolte gronde au sommet des Amériques à Québec. Le despotisme a souvent permis aux entreprises de conserver leur marché et leurs profits à l'étranger. Un des généraux les plus méritants du corps des Marines des États-Unis, Smedley Darlington Butler, a reconnu avoir aidé à pacifier le Mexique pour les pétrolières américaines, Haïti et Cuba pour la National City Bank et le Nicaragua pour Brown Brothers Brokerage, la République dominicaine pour des intérêts sucriers, le Honduras pour des compagnies fruitières américaines et la Chine pour la Standard Oil. Les services du général Butler furent aussi sollicités aux États-Unis au cours des années 30. Le président Roosevelt mettait alors en œuvre des réformes pour réduire l'impact de la crise économique. Il préconisait une certaine intervention de l'État et une réglementation plus sévère à l'égard des entreprises. More power to you, President Roosevelt. The entire country's behind you, thrilled with hope and patriotism. Mais l'appui du pays à l'égard du président populiste n'était pas unanime. Plusieurs membres influents du milieu des affaires n'étaient pas d'accord avec la nouvelle donne, le New Deal de Roosevelt. En 1934, un groupe de conspirateurs tenta de convaincre le général Butler de participer à un complot. The plan as outlined to me was to form an organization of veterans, to use as a bluff or as a club at least, to intimidate the government. Mais les compagnies avaient fait un mauvais choix. Butler en avait assez d'être, selon ses mots, un gangster du capitalisme. I appeared before the Congressional Committee, the highest representation of the American people, under subpoena to tell what I knew of activities, which I believe might lead to an attempt to set up a fascist dictatorship. The upshot of the whole thing was that I was supposed to lead an organization of 500,000 men, which would be able to take over the functions of government. Un comité du Congrès a finalement découvert la preuve d'un complot pour renverser Roosevelt. Selon Butler, de grandes entreprises américaines telles que J.P. Morgan, DuPont et Goodyear Tire étaient mêlées à ce complot. L'actuel président de Goodyear sait que les entreprises n'ont plus besoin de fomenter un coup d'État pour influencer le gouvernement. Depuis la mondialisation des compagnies, les gouvernements ont perdu un certain contrôle sur elles, qu'elles soient ou non dignes de confiance. Les gouvernements n'ont plus autant de pouvoir et d'influence sur les compagnies qu'il y a 50 ou 60 ans. C'est un changement très important. Comparativement à la situation qui existait auparavant, les gouvernements sont maintenant impuissants.
Le capitalisme a supplanté la politique et les politiciens comme maîtres d'œuvre. Le capitalisme et ses protagonistes, les chefs de direction des entreprises, bénéficient d'un pouvoir et de contacts exceptionnels. Je ne tente pas de minimiser l'importance du gouvernement et des politiciens, mais ils ne sont plus les maîtres d'œuvre. En 1998, j'ai été invité à une rencontre organisée à Washington par l'Agence de sécurité nationale. D'un côté de la salle, il y avait des gens de la CIA, de la NSA, de la DIA, du FBI, des douanes et des services secrets. Et de l'autre côté, il y avait des gens de Coca-Cola, Mobil Oil, GTE et Kodak. J'ai soudain pensé, je suis à l'épicentre de l'industrie du renseignement. Il n'existe plus de ligne de démarcation. C'était un exemple frappant de la collaboration qui existe entre l'industrie et le gouvernement. Lorsque 34 pays de l'hémisphère occidental se réunirent pour élaborer un accord commercial devant mener à la privatisation de tous les services et ressources imaginables, plusieurs milliers de militants manifestèrent leur opposition. Les principaux lobbyistes du milieu des affaires du Canada, ainsi que son premier représentant commercial, firent peu de cas de ces manifestations. Pour eux, les 800 millions de citoyens des Amériques étaient unanimes. Truth, justice, wisdom, and all those things. I was looking yesterday at the statements at the inauguration, the opening ceremony. What an extraordinary progress over the last 15 years. Absolutely. When you heard such open... A common language. A common language. Yes, and from the most developed to the least, it was extraordinary that now that we see the benefits of trade, more and more people want to buy it. Absolutely. Because we do realize that it helps everyone, from the poorer to the better off. So a lot of these countries are not saying we want to get off, they want to get on. Exactly. No one wants out. Everyone wants in. Yeah. Anyway, well done. So, thank you. Merci. So far, so good. 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 I'm inside and this is all outside, so that's the way it is. So, what do you think when you look at all this? Well, it's. I mean, I think it's too bad that this has erupted. Let's see. De plus en plus de gens commencent à critiquer les pratiques douteuses des entreprises et la poursuite effrénée du profit. Au retour, les grandes entreprises projettent-elles une image de responsabilité sociale uniquement pour mieux paraître? Doit-il y avoir une règle d'imputabilité? Oui. Le milieu des affaires le reconnaît. Mais cette imputabilité est dans le marché et chez les actionnaires. Elle est dans la perception, dans l'image publique qu'ils projettent. Si les compagnies n'agissent pas comme elles le doivent, elles en paieront le prix sur le marché. Aucune entreprise ne souhaite connaître ce genre de situation.
Ne comptez pas sur le gouvernement. Comptez plutôt sur vous-même pour créer des mesures qui inciteront les entreprises à agir correctement. Il existe un nouveau marché. Ces hommes et ces femmes ne sont pas là parce que le gouvernement leur met une arme sur la tempe. Ou parce qu'ils viennent de lire un bouquin sur la méditation transcendantale et la moralité mondiale. My inner voice says honor my inner child. Mine says love everyone. My inner voice says I like a Wendy's bacon mushroom melt. Ils sont là parce qu'ils comprennent que le marché actuel requiert leur présence, que cela leur permet de rester dans la course. Boy, talk about inner peace. Je comprends vos préoccupations. Je m'inquiète moi aussi du climat et de la pollution. Je n'ai pas de réponse à tous ces problèmes, mais nous sommes prêts à travailler avec vous, avec la société, les ONG et les gouvernements pour tenter de trouver une solution, pour rétablir la confiance, un nouveau type de confiance, tout en gardant comme objectif ultime de devenir le premier choix du consommateur. He believes that almost half our energy could one day come from renewable sources. He's been called a dreamer and a crank. And I've been called a hippie. And more recently, a project manager for Shell. Je me demande souvent pour quelles raisons un si grand nombre d'entreprises adhèrent à la responsabilité sociale. Je ne suis pas sûr qu'elles veuillent être vraiment responsables. Il se peut qu'elles veuillent simplement être identifiées et perçues de cette façon. Mais qui suis-je pour les juger? Il vaut mieux qu'elles prennent publiquement cet engagement plutôt que le contraire. La responsabilité sociale n'est pas un changement radical. C'est une tactique volontaire. C'est une réaction à un certain marché, à un moment précis. Si l'entreprise interprète le marché différemment, il peut y avoir un retour en arrière. Un jour, on voit Bambi et le lendemain, Godzilla. Comment définiriez-vous le fait d'être socialement responsable? Pourquoi une compagnie devrait-elle décider ce que doit être la responsabilité sociale? Elle n'a pas cette compétence. Et ce n'est pas ce que les actionnaires lui demandent. Cela ne fait pas partie de ses attributions. Et ce n'est pas démocratique. La seule entreprise responsable est une entreprise subalterne. Une entreprise dont les dirigeants suivent les ordres d'un corps politique plutôt que de le gouverner. Je me fiche pas mal de l'opinion du président de General Motors sur le taux d'émission acceptable des tuyaux d'échappement de ses véhicules. Il emploie peut-être plusieurs scientifiques, c'est peut-être un type bien, mais je ne l'ai jamais élu à aucun poste. Il n'est pas habilité à parler en mon nom. Ces décisions doivent être prises par le gouvernement et non par les entreprises. Il est très tentant et dangereux de confier au chef de la direction le soin de prendre toutes les décisions. La société jugerait un jour très sévèrement une telle initiative. Le pouvoir qui ne doit rendre des comptes à personne n'est pas le genre de pouvoir que nous pouvons tolérer. Quand on regarde la situation actuelle, on en vient à penser que la fin du monde est proche, que nous avons le cerveau complètement lessivé et qu'il n'y a plus aucun espoir. Mais je ne crois pas que nous en soyons là. Quand autant d'experts affirment que notre modèle économique actuel n'est pas viable, n'importe qui serait tenté de sombrer dans le cynisme. Au retour, des militants, dont Michael Moore, montrent que la mobilisation peut faire bouger les choses. Il est important que nous n'exagérions pas la situation. Nous devons réaliser que les structures de ces entreprises comportent des défauts, des fissures. Parfois, lorsqu'une entreprise concentre ses efforts sur un projet, elle regarde seulement de ce côté et toutes sortes de choses intéressantes peuvent se produire ailleurs. Cela se produit à chaque période de l'histoire où des injustices ont privé les gens de leurs droits et libertés, de leur droit à vivre dans la dignité. À un moment donné, la vérité a éclaté et il y a eu un renversement de situation. Il serait trop simple de dire
Débarrassons-nous de toutes les compagnies, ça va régler tous les problèmes. Certaines choses, semble-t-il, ne peuvent se faire sans être organisées par des gens qui sont motivés, du moins en partie, par le profit. Le problème est que certaines façons de faire sont devenues incontrôlables, ou que certaines influences sont allées bien au-delà de la limite permise. C'est une question de rapport entre les êtres humains et nos institutions. Je crois que des contrôles gouvernementaux sévères devraient être exercés sur les entreprises, sur ce qu'elles peuvent se permettre de faire. Certains diront que c'est une autre forme de gouvernement, mais quelle forme de gouvernement est-ce, sinon une démocratie? Les entreprises devraient être plus démocratiques. L'économie tout entière devrait être plus démocratique. Vous et moi devrions pouvoir exprimer notre point de vue. À l'heure actuelle, nous n'avons pratiquement rien à dire. Les structures de l'économie transnationale sont en place. Elles ont des effets positifs et négatifs dans le monde entier. De nombreux effets négatifs, bien sûr. Mais la question n'est pas de savoir si les effets sont positifs ou négatifs. La question est de savoir comment nous pouvons les rendre responsables. C'est seulement de cette façon que nous pourrons évaluer si les effets sont positifs ou négatifs et avoir une certaine influence. À Arcata, un groupe s'élève contre le pouvoir des compagnies et sollicite votre appui. Des citoyens lancent une pétition en prévision d'un événement qui aurait lieu au moment du scrutin de novembre. 2 rencontres seraient organisées à l'hôtel de ville pour discuter du pouvoir des compagnies. La ville formerait aussi un comité pour conseiller les dirigeants. Si les gens agissaient comme nous plutôt que de regarder le Super Bowl, notre pays serait contrôlé par la population plutôt que par les compagnies. Le problème, c'est que les compagnies ne sont pas tenues de rendre des comptes. Je n'ai pas l'intention de me mêler des activités des entreprises, mais je crois qu'elles doivent nous rendre des comptes. Ce monde est aussi le nôtre. L'idée ne serait pas nécessairement de punir, mais de faire cesser, de réinventer les activités qui nuisent aux citoyens d'Arcata et à l'environnement. Le problème, ce sont les importantes entreprises qui ne sont pas ici. Qui détermine ce qui cause vraiment du tort? Une entreprise peut respecter la loi du pays et causer quand même un préjudice. Que craignons-nous? Est-ce que toutes les entreprises vont quitter Arcata? Je ne crois pas. Et si elles le faisaient, nous trouverions un moyen de faire les choses différemment. Nous sommes des gens créatifs. Je ne vois pas de quoi nous avons peur. Cette avenue pourrait nous mener au servage. Si vous trouvez difficile de décider où acheter vos produits, que direz-vous lorsque l'État sera le seul pourvoyeur? Il n'y aura plus de forum sur la démocratie. Il est absurde de prétendre que nous proposons une forme de socialisme. Nous proposons que les entreprises soient soumises à une autorité démocratique. Je pense que le boycott serait la formule idéale. Si nous n'aimons pas ce que font certaines compagnies, nous n'avons qu'à ne pas acheter leurs produits. C'est là que se situe le pouvoir de la population. Vous avez beaucoup plus d'argent que moi. Vous avez plus de votes que moi. Si nous utilisons ce modèle, ce ne sera pas démocratique. J'espère que les gens savent qu'ils ont le droit de participer à leur gouvernement. Ils ne sont pas autorisés à participer aux décisions que prennent les entreprises. N'ayez pas peur du gouvernement. Aidez-le à être un gouvernement que vous ne craindrez pas. Je n'aurais jamais imaginé voir un jour tous ces gens discuter ensemble pour tenter de trouver une solution. No more chain restaurants in Arcata after a long-awaited decision by the...
Nous savons ce dont nous avons besoin. Les démarches sont relativement simples, il ne manque que la volonté politique. Nous pouvons changer le gouvernement. C'est seulement à cette condition que nous pourrons réinventer le rôle du capitalisme. Nous devons examiner les décisions judiciaires qui ont créé cette situation et songer à une façon d'imputer la responsabilité. Elles ne sont pas taillées dans le roc. Elles peuvent être dissoutes. La plupart des États ont une loi qui autorise leur dissolution. Depuis trop longtemps, des entreprises sapent la démocratie, aux États-Unis et ailleurs. La National Lawyers Guild et 29 autres groupes et individus ont décidé de se défendre. Nous demandons à l'attorney général, Dan Lundgren, de se conformer à la loi de la Californie et de révoquer la charte de l'Union Oil Company of California pour les infractions graves qu'elle a commises de façon répétée. Certaines entreprises sont des récidivistes. Année après année, décennie après décennie. Cette loi existe, elle a été utilisée et peut l'être encore. Elle entraînera la dissolution de l'Union Oil Company of California et la vente de ses actifs à d'autres gestionnaires qui sauront servir l'intérêt public. C'est une campagne de diffamation. Cette société est en Californie depuis plus d'un siècle. Elle a créé des milliers d'emplois. Ça ne veut pas dire qu'elle n'a jamais commis d'erreurs. Elle a payé pour ses erreurs. Cette diabolisation d'une entreprise me donne l'impression d'être dans une faille spatio-temporelle, de m'être endormi et de m'éveiller il y a 50 ans lorsque ce genre de rhétorique avait cours. Beaucoup de gens sont très en colère contre cette société. Des gens de la gauche qui disent n'importe quoi. Elle a été complice de violations des droits de la personne à l'étranger, contre des femmes, des homosexuels et des peuples autochtones, le public et ses propres actionnaires. Unocal est emblématique du pouvoir abusif de certaines entreprises. Il est immoral de faire des affaires avec l'armée birmane. Le pipeline que Unocal construit en Birmanie assure la survie de l'armée. Unocal ne peut poursuivre ses activités en Birmanie sans soutenir le régime actuel. Il suffit parfois d'une image forte pour provoquer une prise de conscience et changer les mentalités. Après la pause, les conditions de travail déplorables des ouvrières fabriquant la ligne de vêtements d'une célébrité américaine sont étalées au grand jour. Le commerce et le gouvernement ne sont pas des institutions primaires, mais secondaires. Elles sont dérivées de l'institution primaire qui est la culture, le milieu dans lequel vivent les gens. La compréhension de ce fait est essentielle au débat sur la mondialisation. Si nous pouvons redonner le pouvoir à cette culture, les compagnies auront un rôle à jouer. Le gouvernement aura aussi un rôle à jouer. Mais ces rôles doivent servir et non dominer le lieu où les gens ont toujours vécu et les valeurs de leur communauté. Le problème, c'est que j'ai réalisé que mes documentaires pouvaient changer certaines choses. Je suis condamné à continuer. Yep, that's me, doing what I do. All year long, I give big companies a hard time. But at Christmas time, I like to set aside my differences and reach out to big business, like cigarette companies. Deck the halls with boughs of holly. Tis the season to be jolly. Dans The Awful Truth, il y avait un type qui avait besoin d'une greffe de pancréas, mais son assurance médicale refusait d'en défrayer le coût. Il était évident qu'elle aurait dû le faire, mais qu'elle ne le ferait pas et qu'elle le laisserait mourir. Nous sommes arrivés avec nos caméras et nous avons tenu de fausses funérailles devant le siège social de l'entreprise. I didn't know Chris for very long.
He was a great guy, he had a lot of integrity, a rich sense of humor. And in fact, I remember something that he often used to say. What was he used to say? Just want a pancreas. He used to say, I just want a pancreas. Within 3 days. Moins de 3 jours plus tard, l'assureur a annoncé qu'il acceptait de payer le coût de la greffe. We'll pay for his transplant. We have the good fortune of having Chris with us here tonight. So somebody actually lived. Ce travail a permis à une personne de vivre. Je suis allé à Littleton, au Colorado, où a eu lieu la fusillade de l'école secondaire Columbine. En arrivant, j'ai appris comment la plupart des parents des élèves gagnaient leur vie. Ils travaillaient pour Lockheed Martin, qui fabrique des armes de destruction massive. Mais ils ne voient pas le lien entre ce qu'ils font pour gagner leur vie et ce qu'ont fait leurs enfants à l'école. En réfléchissant à tout ça, j'ai dit à ma femme, tes parents et les miens étaient des ouvriers de l'industrie automobile à Flint, dans le Michigan. Quand nous vivions à Flint, personne ne s'interrogeait sur le fait que la construction automobile était probablement la principale cause de la fonte des calottes glaciaires, qu'elle allait contribuer à la fin de la civilisation telle que nous la connaissons. Il n'existe aucun lien entre je travaille comme assembleur sur une chaîne de montage et je construis des voitures qui permettront à des gens de se déplacer et l'ensemble de la situation, la responsabilité qui nous incombe. Nous devons accepter individuellement la responsabilité des gestes que nous posons collectivement et du tort qu'ils causent. Il y a plusieurs façons de retrouver la communauté. Les poursuites, les lois, l'action directe, l'éducation, le boycott, les investissements sociaux. Mais ce n'est pas cela qui est important. Au bout du compte, c'est la vision qui est importante. Il faut offrir une meilleure solution. Tant que nous n'aurons pas redéfini notre rapport à la nature, ainsi que le pouvoir que nous avons donné aux compagnies multinationales, aux institutions internationales et à nos gouvernements non démocratiques, nous ne pourrons pas mettre un terme à cette destruction. Il est important que nous ayons le sentiment de faire partie de la nature plutôt que de rester à l'écart. Puis-je vous appeler, cher collègue Pillard? Il n'existe aucune industrie, aucune organisation, la mienne ou la vôtre, qui soit durable. Je reconnais ma culpabilité. Je suis un pillard. Pourtant, aux yeux de notre civilisation, je suis un chef d'industrie, un homme qui a réussi. La première révolution industrielle a des lacunes. Elle ne fonctionne pas. Elle n'est pas durable. C'est une erreur. Nous devons faire une autre révolution industrielle, et cette fois, nous devons la réussir. Quand je songe à ce qu'elle pourrait être, je vois un groupe de gens qui s'engagent à réaliser un objectif, celui de ne causer aucun préjudice. Cette entreprise a coupé le cordon ombilical qui la reliait à la Terre. Elle réutilise constamment, avec une énergie sans cesse renouvelée, des matières premières qui ont déjà été extraites du sol. Quel progrès avons-nous fait? De 1995 à 1996,
notre chiffre d'affaires a augmenté de 200 millions de dollars. L'extraction de matières premières a atteint 550 millions de kilos, comme en 1995. En somme, les 200 millions de dollars supplémentaires n'ont nécessité aucune extraction additionnelle. Ces 200 millions sont peut-être les premiers profits d'une industrie durable. Notre objectif est de gravir le mont Durabilité. Cette montagne beaucoup plus haute et beaucoup plus difficile à escalader que l'Everest. La cime de cette montagne n'a jamais été atteinte. Avant de mourir, je veux pouvoir contempler le paysage depuis cet endroit. En début d'émission, nous avons vu l'histoire de la ville de Cochabamba en Bolivie, qui a contesté la privatisation de son eau. Après la pause, quel a été le résultat de cette révolte? 3 milliards d'humains vivent encore dans la pauvreté. Et le quart de ceux qui vivent dans la pauvreté sont des enfants. Le capitalisme se porte bien, mais beaucoup de gens sont oubliés. Nous devons veiller à ce que le fossé ne continue pas à s'élargir. Le capitalisme laisse toujours sa trace quelque part. Et partout où il laisse sa trace, il peut être tenu responsable si nous prenons la décision d'agir. Les gens qui travaillent dans ces grandes entreprises devraient avoir leur mot à dire. Le processus devrait être plus démocratique. Les décisions ne doivent pas être prises seulement par le conseil d'administration et 2 ou 3 cadres supérieurs. Lorsque nous étions au Honduras, quelques jeunes travailleuses sont venues nous voir. Elles nous ont confié que leurs conditions de travail étaient horribles et elles ont demandé à nous rencontrer. Nous avons accepté. Mais dans les pays du tiers-monde, on n'entre pas dans une usine avec son calepin pour interviewer les employés. Il y a des gardes-chiourmes, des espions et la police militaire. Il faut agir très discrètement. Je leur ai dit de nous rencontrer à une centaine de mètres de là, à un comptoir d'alimentation dont le propriétaire appuyait secrètement les droits de la personne. La réunion allait commencer quand 3 types à l'allure rébarbative sont arrivés. L'entreprise avait eu vent de notre rencontre et elle envoyait des espions. Les jeunes filles se sont levées d'un bond. Elles ont dit « Nous ne pouvons pas vous parler, ils vont tout répéter à notre patron et nous allons perdre notre emploi ou pire. » De toute évidence, la rencontre était fichue. Mais ces jeunes filles étaient très futées. Au moment de partir, alors que les espions regardaient ailleurs, elles ont placé leurs mains sous la table près de laquelle je me trouvais. J'ai glissé ma main sous la table et elles y ont déposé leur talon de chèque de paye et le nom de la marque fabriquée à leur usine. Nous avons ainsi appris leur salaire et le nom de leur employeur. Après leur départ, j'ai retiré ma main de sous la table et j'ai contemplé le visage de Kathy Lee Gifford. Le plus incroyable, c'est qu'au-dessous de la photo, il était écrit « Une partie des profits provenant de la vente de ces vêtements sera remise à des œuvres charitables destinées aux enfants. » Très touchant, ça va droit au cœur. Walmart et Mme Gifford vous disent qu'en achetant ce pantalon, vous allez aider des enfants. Le problème, c'est que les employés que nous avons rencontrés avaient 13 ans. Elle m'a interdit de parler d'elle, mais je ne peux pas m'en empêcher. J'ai fait agrandir la photo et je l'emporte partout où je vais. Walmart et Kathy Lee Gifford nous ont d'abord dit « Pourquoi devrions-nous croire que des enfants travaillent dans cette usine ?» Nous n'avons pas mentionné que Wendy Diaz, qui est au centre de la photo, était à bord d'un avion qui l'emmenait aux États-Unis. Voici Wendy Diaz, rien ne l'arrête. Congress heard testimony today from children who testified they were exploited by sweatshops overseas. Kathy Lee Gifford a présenté des excuses à Wendy Diaz. Ça a été une scène étonnante. Elle a dit « Croyez-moi, Wendy, j'ignorais que de telles choses existaient. Maintenant que je le sais, je vais travailler avec vous et avec d'autres personnes pour que ça ne se reproduise plus jamais. » Ce soir-là, nous avons signé une entente avec Kathy Lee Gifford. Pour ce qui est de Walmart et de Kathy Lee, la situation dans les ateliers clandestins est redevenue sensiblement la même qu'avant. Mais le fait que nous en ayons parlé à la télévision pendant plusieurs semaines a permis de sensibiliser tout le pays. Désormais, aucun Américain n'ignore plus ce que signifie le travail des enfants, les ateliers clandestins et les salaires de famine. Nous préparons une campagne.
Si la marque est protégée, l'adolescent de 16 ans qui fabrique cette marque doit aussi être protégé. Si la marque est protégée en vertu de droits internationaux, si elle est protégée en vertu de l'OMC, c'est bien. Mais l'employé de 16 ans doit bénéficier d'une protection équivalente. Nous devons nous assurer que certaines choses ne seront pas achetées ou vendues. Tout peut avoir un prix. L'être humain peut avoir un prix. Cela se faisait jadis, c'était l'esclavage. Nous n'avons pas décidé d'abandonner le commerce des esclaves parce que le marché s'est effondré. Un immense mouvement international a été nécessaire pour faire abolir le commerce des esclaves, puis l'esclavage. Qu'avons-nous fait? Nous avons retiré l'être humain du marché parce que nous avons décidé que l'ordre moral était plus important. J'ai entrepris cette nouvelle étape de ma vie en 1987, lorsque j'ai pris conscience qu'avant la fin du siècle, 5 compagnies allaient contrôler nos aliments et notre santé par des brevets, des manipulations génétiques et des fusions d'entreprises. Il y a eu aussi les négociations du GATT en Uruguay, qui tentaient d'intégrer les droits de propriété intellectuelle et les brevets à un système mondial d'échanges commerciaux. J'ai alors décidé de travailler dans ce domaine parce que c'était le fondement de notre existence morale. Nous avons fait des progrès depuis 10 ans. Quand je dis nous, je veux dire toutes les personnes qui se vouent au bien de l'humanité, quel que soit leur sexe, leur classe sociale, leur race et leur religion. Nous avons réussi à remporter une victoire judiciaire pour le mangousier, contre le gouvernement et contre l'une des plus importantes compagnies de produits chimiques. Le brevet sur le mangousier détenu par W.R. Grace et le gouvernement américain a été annulé grâce à la campagne que nous avons menée en collaboration avec les Verts du Parlement européen et le Mouvement international d'agriculture biologique. Nous avons fait annuler près de 99% du brevet qu'avait obtenu Rice Tech pour le riz basmati, grâce à une coalition mondiale formée de femmes âgées du Texas, de scientifiques indiens, d'activistes qui ont tenu des manifestations à Vancouver et d'un petit groupe d'action pour le basmati. Lorsque des pays contestent et tentent de faire modifier l'accord de l'ADPIC, ils utilisent le langage du biopiratage. Nous avons démontré que ce sont les entreprises et non les pays du tiers-monde qui sont les pirates. Voyez comment Gandhi a réagi lorsque les Britanniques ont décidé d'imposer une taxe sur le sel afin d'augmenter les effectifs de leur armée et de leur corps policier. Gandhi est allé sur la plage, il a pris du sel et il a dit « La nature nous l'offre gratuitement, nous en avons besoin et nous l'avons toujours utilisé. Nous n'obéirons pas à vos lois, nous continuerons à produire du sel. » Nous avons un engagement semblable en Inde depuis 10 ans, appelé Bitsategre. Toute loi qui interdit de conserver les semences ne mérite pas d'être respectée. Nous n'obéirons pas à cette loi parce que la conservation des semences est un devoir envers la terre et envers les générations futures. Nous pensions que ce serait symbolique, mais c'est plus que cela. C'est un moyen de survie. Les agriculteurs qui cultivent et conservent leurs propres semences et n'achètent pas de pesticides ont un revenu 3 fois plus élevé que ceux qui dépendent des produits chimiques de Monsanto et Cargill. Nous avons réussi à créer des alternatives qui donnent des résultats. Ne devrions-nous pas commencer par examiner de nouveau le but de cette entreprise? Si la réponse est encore la rentabilité et la satisfaction des actionnaires, elle n'est pas adéquate. Vous connaissez peut-être l'histoire des 2 économistes qui contemplent des formules sur un tableau noir. Le premier dit au second, ce modèle fonctionne beaucoup mieux quand on enlève les gens. Les économistes, surtout ceux de droite, croient que l'humain est un être raisonnable qui recherche avant tout les avantages personnels.
Ils ne peuvent pas admettre qu'il puisse exister des exceptions. Pourtant, nous en voyons constamment des exemples. Il peut y avoir des actions désintéressées, il peut y avoir des gestes d'abnégation, une réduction des bénéfices pour favoriser une autre valeur, et ainsi de suite. Ce n'est pas une nouveauté pour l'être humain, mais c'en est une pour plusieurs économistes, car ce n'est pas ainsi qu'ils conçoivent le monde. Nous devrions prendre le temps de songer à tout cela, car c'est ainsi que nous parviendrons à inventer une société plus humaine et moins obsédée par les profits. Nous devrons changer notre façon de faire si nous voulons être en mesure d'accomplir le mieux possible cette tâche périlleuse. Nous devrons nous regrouper et apprendre beaucoup de choses que nous ignorons. Des choses qui sont disparues de notre culture, de notre société et de nos esprits. C'est ce que je trouve le plus passionnant, et cela se produit déjà partout dans le monde. Estas son las imágenes que reflejan definitivamente la situación que vivió Cochabamba durante la jornada de este viernes. Prácticamente estuvo sitiada. Policías del departamento de la... La Bolivie était déterminée à défendre le droit de la société Bechtel qui obligeait des familles vivant avec 2 $ par jour à consacrer le quart de leur revenu à l'eau. Plus la population résistait à la privatisation de l'eau, plus la violence augmentait. J'ai été arrêté devant toute ma famille. J'ai subi des tortures psychologiques. On nous a menottés, bandé les yeux, avant de nous emmener dans un poste militaire isolé, à la frontière du Brésil. Des centaines de jeunes de 16 et 17 ans ont perdu un bras ou une jambe, et certains sont restés handicapés après avoir subi des lésions cérébrales. Victor Hugo Daza a été tué. Au début, je m'inquiétais pour les membres de ma famille, mais ils sont capables d'affronter n'importe quoi. Moi aussi, comme tous les autres, j'ai cessé d'avoir peur. Je n'ai pas peur de mourir, mais j'aimerais vivre un peu plus longtemps afin de poursuivre le combat. Au plus fort des affrontements, l'armée était dans les casernes et les policiers au commissariat. Les membres du Congrès étaient devenus invisibles. Le gouverneur avait trouvé refuge quelque part et il a ensuite démissionné. Il ne restait plus aucun représentant de l'autorité. La seule autorité légitime qui pouvait prendre des décisions, c'était le peuple rassemblé sur la place centrale. À la fin, il a pris les décisions concernant l'eau. Tous les habitants de la ville, jeunes et moins jeunes, ont enfin pu étancher leur soif de démocratie. Nous avons hérité d'une entreprise publique qui a des problèmes techniques, financiers, juridiques et administratifs. Nous nous efforçons de régler tous ces problèmes. Si nous parvenons à démontrer que de simples travailleurs peuvent trouver une solution à leurs problèmes, nous pourrons envisager de récupérer tout ce qui a été privatisé et vendu à d'importantes entreprises. Vuelvan a las manos de la población.
Je suis parfois surpris de constater à quel point nous pouvons être efficaces. Après notre victoire contre Gap, chaque fois que je passais devant une boutique Gap, je pensais, il y a environ 2000 boutiques comme celle-ci au pays. Tout ce béton, tout ce verre, tous ces employés, tous ces vêtements, quelle puissance! Pourtant, nous pouvons avoir un impact sur ces entreprises. Des petites batailles sont remportées un peu partout dans le monde. Mais il y a encore des défaites. J'entrevois un présent et un avenir très sombre pour nos enfants. Mais je suis confiant que les gens sauront réfléchir, s'indigner et se rebeller. 15 compagnies tentent de contrôler nos conditions de vie. Mais des millions de gens leur disent, non seulement nous n'avons pas besoin de vous, mais nous pouvons faire mieux. Nous allons créer des systèmes qui vont nourrir la Terre et les êtres humains. Ce ne sont pas des expériences isolées. Elles sont vécues par de nombreuses communautés dans le monde. C'est là que réside l'avenir. Je ne m'attendais pas à ce que l'entreprise s'en aille. Cela me semblait irréalisable, et plusieurs pensaient comme moi. J'étais très angoissé, car je devais exprimer une conviction que je ne ressentais pas. J'ai appris à cette occasion une leçon très importante. Il ne faut jamais sous-estimer le pouvoir d'un peuple. Quand j'ai vu que notre devise « Le peuple uni ne sera jamais vaincu » se réalisait, j'ai vécu un moment de grande émotion. J'ai toujours trouvé très ironique de pouvoir faire ce genre de travail. Je suis invité à la télévision et mes films sont distribués par des studios qui appartiennent à d'importantes compagnies. Pourquoi acceptent-ils de montrer mes films alors que je m'oppose à tout ce qu'ils représentent? Au fond, je suis payé pour dénoncer des choses dans lesquelles ils croient. C'est parce qu'ils ne croient en rien. Ils acceptent parce qu'ils savent que des millions de personnes verront mes films ou regarderont la télévision et que cela leur apportera de l'argent. J'ai réussi à faire connaître mes documentaires parce que j'ai su profiter du défaut de la cuirasse du capitalisme. Ce défaut, c'est la cupidité qui incite un homme riche à vous vendre la corde avec laquelle vous allez le pendre s'il pense pouvoir faire de l'argent avec cette corde. Je suis la corde, du moins, j'espère en faire partie. Ces entreprises croient aussi que les gens se contenteront de regarder mes films ou peut-être cette émission sans réagir d'aucune façon, parce qu'elles ont réussi à engourdir leur cerveau. Elles sont convaincues que les spectateurs resteront confortablement assis sur leur canapé plutôt que d'entreprendre une démarche politique. Mais je suis convaincu du contraire. Je suis convaincu que des spectateurs quitteront le cinéma ou leur canapé et décideront de faire quelque chose afin qu'un jour, ce monde nous appartienne à nouveau. Malgré le portrait accablant dressé par les nombreux intervenants de ce film au sujet de l'immense pouvoir des entreprises sur nos vies, il est possible de poser des gestes concrets pour améliorer la situation. Chez nous, l'abandon du projet de la centrale thermique du Suroît par le gouvernement du Québec est un bon exemple de l'efficacité de la contestation populaire. Ces derniers temps, le documentaire politiquement engagé a la cote auprès du public, signe qu'une partie de la population a soif d'une information différente. Depuis 10 ans, Canal D s'efforce de dénicher pour vous les meilleurs documentaires produits dans le monde, avec le souci de présenter des points de vue aussi variés que possible. Bon anniversaire et longue vie à Canal D.